Et maintenant, je vais surtout introduire Franck, qui nous fait l'honneur d'être ici, que je remercie vraiment très très sincèrement, surtout avec l'activité qu'il doit avoir en ce moment. Merci Franck, tu as travaillé dans le cabinet d'avocat Barthélemy depuis 2012, tu étais dans ce cabinet jusqu'en 2012, après tu as été en tant qu'expert reconnu, ancien inspecteur du travail, responsable de formation au ministère du Travail. Franck, tu as été conseiller de plusieurs ministres du Travail. Donc Xavier Bertrand, en tant que directeur de cabinet adjoint, tu as participé à l'élaboration de plus d'une douzaine de lois, dont celle du 25 juin 2008, dite de modernisation du marché du travail. Et tu es aussi auteur d'un ouvrage vraiment passionnant, pour ceux qui aiment le droit, qui s'appelle « Un autre droit du travail ». Tu es comme un esprit de service, toujours en innovation et toujours en recherche de tout ce qui peut apporter un autre éclairage sur le monde de demain. Merci beaucoup, Franck. Alors, Franck, comment mettre la performance économique au service de la performance d'une mission sociale et sociétale? Vaste question. Je ne sais pas si je vais apporter une réponse ferme et définitive à cette question dont on pourrait parler pendant très très longtemps. Merci Maryse de me donner l'occasion de plancher sur ce vaste sujet, et ce qui va me donner l'occasion de mettre en perspective cette question avec un certain nombre d'orientations qu'autour du Premier ministre nous avons voulu pousser depuis maintenant 2 ans et demi. Alors il y a tout d'abord une conviction profonde, une conviction très simple, qui est la suivante, qui est que la performance économique et la performance sociale vont forcément de pair. La performance économique sans la performance sociale, c'est le court-termisme et c'est à terme pas de performance économique en réalité. La performance sociale sans la performance économique, c'est nier l'entrepreneuriat même, l'essence même de l'entrepreneuriat, et c'est à terme aussi condamner la performance sociale. Donc, les deux doivent forcément aller de pair et les deux se nourrissent l'un et l'autre. Alors dans cette affaire, quel est le rôle des pouvoirs publics? Que peuvent faire les pouvoirs publics pour permettre à la performance économique et à la performance sociale de cheminer dans les meilleures conditions et de s'épanouir dans les meilleures conditions? Eh bien, le job des pouvoirs publics en la matière, c'est de poser un cadre qui soit le plus propice possible, précisément, à cet épanouissement de la performance économique et de la performance sociale. Alors on pense évidemment à un cadre très récent qui est celui de la loi Pacte, qui s'est penché très spécifiquement sur ces sujets et qui a voulu modifier le Code civil pour offrir aux entreprises la possibilité de s'inscrire pleinement dans cette dynamique à travers plusieurs dispositions. Je ne vais pas toutes les citer, mais on pourrait évoquer le fait que l'entreprise doive prendre en compte dans ses orientations, dans ses objectifs, les contraintes de nature environnementale et sociétale, mais surtout le fait que l'entreprise a la capacité désormais de se doter de ce qu'on appelle une raison d'être. Ce n'est pas une raison d'avoir, c'est une raison d'être. Les mots ont un sens. Les mots ont encore plus un sens qu'il y a quelque chose de une évolution très sociétale, très profonde, à l'heure où une entreprise sur 2 a des difficultés de recrutement. C'est le fait que nos concitoyens, et nos concitoyens les plus jeunes en particulier, attachent de plus en plus d'importance au fait de donner du sens à ce qu'ils font, de donner du sens à la démarche qu'ils entreprennent. Et donc pour les entreprises, répondre à cette demande de sens, c'est aussi un enjeu considérable par rapport à cette problématique, notamment du fait d'attirer des talents et du fait de conserver ces talents pour garder cette motivation et cette capacité tout au long de son activité professionnelle à nourrir ce sens. Et à le nourrir pas en surface, pas un petit peu comme ça au passage, mais à le nourrir de manière structurelle et consubstantielle à l'activité même de l'entreprise. Donc cette raison d'être, par-delà l'aspect administratif, l'aspect textuel lié au fait de mettre en musique ces nouveaux mécanismes et cette raison d'être, elle répond à une aspiration profonde et elle tend à encourager un mouvement profond de la part des entreprises qui
vise à donner corps à cette capacité à nourrir du sens et à s'inscrire dans un long-termisme, on va dire ça, comme ça, pour contrebalancer ce que j'évoquais tout à l'heure sur le court-termisme, un long-termisme et une capacité à montrer que l'entreprise a toute sa place dans la société pour participer et contribuer activement aux évolutions de la société. Alors, dans le champ du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, on a voulu aussi mettre sur la table un certain nombre d'outils, un certain nombre de mécanismes pour pousser les entreprises à aller encore plus dans cette direction. Je vais vous en donner un certain nombre d'exemples qui illustrent, à mon avis, parfaitement ce que peuvent être des démarches de responsabilité sociale de l'entreprise dans ce cadre-là. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça fait des années que ce sujet est sur la table, ça fait des années que on pointe le fait qu'on n'a pas manqué de lois en la matière. Je crois que depuis les années 70, il y a eu une bonne dizaine de lois en la matière qui ont fleuri. Et ça fait des années qu'on constate, de manière malheureuse, mais qu'on constate qu'il reste un écart conséquent en matière de rémunération entre les rémunérations des hommes et celles des femmes. Ça fait des années qu'on a voulu se situer dans les réformes qui ont été entreprises, dans une logique qui était plutôt une logique de moyens, consistant à dire on va demander de négocier, on va demander de mettre en œuvre un certain nombre de process, etc., etc. Et on a voulu, à travers ce qui a été entrepris dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on a voulu changer de braquet et ne pas rajouter une nouvelle obligation de moyens aux différentes obligations de moyens qui existaient, mais plutôt se situer dans une logique de résultat. Et une logique de résultat qui consiste dans le cadre d'un index, avec des indicateurs très précis qui ont été travaillés par une DRH, avec une longue réflexion avec les acteurs, pour faire en sorte que ces indicateurs ne soient pas tombés du ciel, mais correspondent vraiment à quelque chose de concret dans la vie des entreprises et de mesurable. Donc un index avec des indicateurs qui vont être auscultés régulièrement, ces indicateurs, et dont on va mesurer l'évolution dans le temps, avec à la clé, en cas d'écart trop conséquent par rapport à ces indicateurs, et c'est là que se situe l'obligation de résultat, une obligation de prendre des mesures correctrices, qui peuvent être une enveloppe financière réservée, par exemple, qui peuvent être d'autres natures, mais en tout cas une obligation de prendre des mesures correctrices. Et puis, une publicité de ces indicateurs. Et c'est quelque chose d'important parce que ça me permet de souligner un aspect, un des facteurs de succès d'une démarche de RSE, c'est le fait de reposer sur une démarche qui soit comparable, qui dispose d'indicateurs, qui dispose d'éléments de mesure pour pouvoir se situer dans l'espace et dans le temps, pour donner une vraie crédibilité à la démarche qui est engagée. On a cet index qui a commencé à être nourri par les plus grosses entreprises, qui ont été les premières, les plus de 1000, qui ont été les premières concernées. On est dans la phase où c'est les 250 à 1000, et la phase d'après, ça sera les 50 à 250. Donc cet index se met en place progressivement. On a des entreprises qui ont, entre guillemets, des bonnes notes, d'autres qui ont des notes moins bonnes, et on a ce mouvement d'émulation, qui était l'un des objets de l'indicateur, qui se réalise de lui-même, puisqu'évidemment, ceux qui ont des mauvaises notes se sentent un petit peu sur la sellette et ont vraiment envie d'avoir des meilleures notes dans la suite des opérations. Voilà un premier exemple d'une démarche en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, initiée par une loi de septembre 2018 et des décrets d'application. Alors oui, une nouvelle loi, mais une nouvelle loi qui change de logique par rapport aux lois antérieures. Et on en escompte un certain nombre de résultats assez probants et assez rapidement. Deuxième exemple de cette volonté de soutenir la démarche de l'entreprise en matière de responsabilité sociale, c'est ce que nous avons initié sur la formation professionnelle. En matière de formation professionnelle, on a une situation qui est depuis pas mal d'années la suivante. La formation professionnelle profite surtout à ceux qui sont les plus formés et donc qui ont le moins besoin de formation professionnelle, et pas suffisamment à ceux qui sont bien moins formés, les demandeurs d'emploi, les ouvriers, les employés, les salariés des très petites entreprises, et qui ont plus besoin de formation professionnelle. Les enjeux sont considérables. On a la moitié des métiers qui vont bouger dans 10 ans. On a l'essor du numérique qui est sans cesse croissant.
On a une forme de transition assez schumpeterienne avec des emplois assez, je dirais, peu qualifiés qui vont être détruits par la numérisation et des emplois relativement qualifiés qui vont être créés par cette même numérisation. Et donc, évidemment, ce n'est pas ceux dont l'emploi est détruit qui vont prendre, même après formation, ceux dont l'emploi va être créé, mais en tout cas, ceux dont l'emploi est détruit, la formation peut aider à leur trouver un débouché. Et puis, les emplois qui sont créés, il va falloir former des gens pour pouvoir les occuper. Donc, l'enjeu de la formation est considérable et force est de constater que notre effort de formation n'est pas encore à la hauteur par rapport à ces enjeux. On est à peu près 10 à 20 points en dessous, en taux d'accès à la formation, en dessous des pays nordiques, par exemple. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation. Et mettre le paquet sur la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire orienter les financements de la formation vers les priorités de la nation en matière de formation. C'est quoi les priorités de la nation en matière de formation? C'est tout ce que je viens d'évoquer. C'est la transition numérique, c'est les demandeurs d'emploi, c'est les personnes les moins qualifiées. Donc c'est faire en sorte, par exemple, que des moyens dédiés soient orientés sur la formation des demandeurs d'emploi, ce qui n'était pas le cas antérieurement. On a des pactes qui sont signés avec les régions et qui vont, avec les fonds qui sont versés par les entreprises, nous aider à mieux former les demandeurs d'emploi. Et puis, c'est offrir aux actifs, et c'est là que la politique de l'entreprise peut avoir un sens particulièrement important, c'est offrir aux actifs un outil de formation tout au long de la vie et de construction de leur parcours professionnel tout au long de la vie, qui est le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, on a lancé l'applicatif numérique, la ministre du Travail et le Premier ministre ont lancé l'applicatif numérique le 21 novembre dernier, donc vous voyez, c'est tout frais. Chaque actif, chaque salarié dans un premier temps et chaque actif à terme a sur son compte des avoirs exprimés en euros, sonnants et trébuchants, et peut accéder en cliquant à un catalogue de formations certifiées, de formations de qualité, pour se former tout au long de la vie. Alors vous me direz quelle est la place de l'entreprise là-dedans? La place de l'entreprise là-dedans, c'est que l'entreprise a une vraie possibilité de développer une politique d'abondement à ses avoirs sur le compte personnel de formation. Et les entreprises doivent se poser la question, se dire comment je vais pouvoir bénéficier, moi aussi en tant qu'entreprise, dans une logique gagnant-gagnant, de ce formidable nouvel espace ouvert aux actifs pour construire leur parcours professionnel et faire en sorte que ça réponde aussi aux besoins de l'entreprise. Eh bien, pour ce faire, le levier dont je vais disposer en tant qu'entreprise, c'est l'abondement. Qu'est-ce que je vais encourager? Qu'est-ce que je ne vais pas encourager? C'est l'abondement, c'est aussi la formation sur le temps de travail. Qu'est-ce que je vais encourager en permettant, dans un certain nombre de cas, à ce que les formations se réalisent sur le temps de travail? Donc il y a un vrai nouvel espace de développement d'une politique de responsabilité sociale en matière de formation professionnelle pour les entreprises, pour, je dirais, articuler son action de la manière la plus efficiente possible par rapport à cette formidable nouvelle ouverture de la formation professionnelle. Un autre exemple que je veux vous donner sur cette volonté de conjuguer développement économique et développement social, c'est le fait de s'intéresser aussi aux nouvelles formes d'activité. On a évidemment une forme d'activité qui est prédominante dans la société et dans l'économie française, et contrairement à ce que j'entends parfois, ça n'est pas prêt de changer, c'est bien évidemment le salariat. Pour autant, on voit se développer, et ça répond aussi à une vraie attente des nouvelles générations notamment, et c'est aussi un vrai outil d'insertion dans un certain nombre de cas, de nouvelles formes de travail indépendant, de nouvelles formes d'activité dans d'autres domaines. Et les plateformes de mise en relation en sont le vecteur privilégié. On a un vrai enjeu devant nous, dans ce champ des plateformes de travailleurs indépendants, qui consiste à faire en sorte qu'on accompagne, dans les meilleures conditions possibles, le développement de ces plateformes. Aucun pays dans le monde aujourd'hui n'a trouvé la martingale. Aucun pays dans le monde n'a réussi à trouver le bon équilibre. Certains laissant les plateformes se développer toutes seules sans se préoccuper du tout de la régulation sociale, avec le risque à la clé de créer une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres, très précaires. D'autres, à l'inverse, corsettent le modèle et transforment en salariés ces travailleurs indépendants des plateformes, quitte à tuer le modèle économique. Et bien, vous voyez, il nous faut trouver une voie médiane, une voie à la française, entre ces deux extrêmes qui, ni l'un ni l'autre, ne sont évidemment porteurs
par rapport au développement économique et social de ces plateformes de travailleurs indépendants. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la loi d'orientation des mobilités qui a été votée il y a quelques jours, avec le fait que les plateformes de travailleurs indépendants auront la possibilité de mettre en place des chartes de responsabilité sociale avec un certain nombre de garanties sociales, chartes qui devront être élaborées après consultation des travailleurs indépendants et avec à la clé un gain de sécurité juridique qui est posé dans la loi avec le fait qu'on ne pourra tirer argument des garanties ainsi accordées dans le cadre de ces chartes pour considérer que les travailleurs indépendants sont en réalité les salariés de ces plateformes. Voilà le pari qu'on va essayer de nourrir, auquel on va essayer de donner corps à travers la loi d'orientation des mobilités. Et le deuxième étage de la fusée, c'est que nous allons nous pencher très précisément, il y aura une ordonnance, donc on va avoir le temps d'explorer très précisément tous les aspects technico, juridiques, politiques, etc., sociaux de la question, sur la représentation des travailleurs indépendants des plateformes. Parce que, à la clé, derrière, l'idée est de faire en sorte que ces évolutions dans les plateformes, elles puissent aussi être négociées, discutées, ce qui suppose de s'appuyer sur des représentants de part et d'autre qui soient pleinement légitimes. Il y a quelques jours, j'étais il y a quelques jours à une réunion d'une assemblée générale d'une association qui s'appelle l'API, l'Association des plateformes indépendants, et le président de cette association était très enthousiaste et se présentait d'une certaine manière quasiment comme l'équivalent des organisations patronales, il y a un siècle, qui se mettaient en place pour réguler la question des relations de travail dans l'univers du salariat. Donc on a un vrai chantier très, très enthousiasmant, très exaltant, pour trouver un bon équilibre entre l'économique et le social pour ces plateformes de travailleurs indépendants. Voilà les quelques exemples que je pouvais donner aujourd'hui devant vous. Et je conclurai en indiquant que pour donner corps à toutes ces évolutions, on a un outil. On a un outil qui est formidable et qui se développe depuis 40 ans de plus en plus et auquel on a voulu donner encore plus de possibilités d'action dans les ordonnances réformant le Code du travail en septembre 2017, c'est la négociation collective. Depuis septembre 2017, à la question « peut-on faire plus de choses par la négociation collective qu'on ne le pouvait auparavant ?», la réponse est un grand oui. Oui, on peut faire beaucoup plus de choses dans l'entreprise par le dialogue social et la négociation collective qu'on ne pouvait le faire auparavant, grâce notamment à toute une série d'outils, de nouvelles possibilités qui ont été ouvertes par les ordonnances de septembre 2017. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter parce que je crois qu'on a évoqué avec Maryse le fait qu'on puisse avoir, pendant un certain temps, une phase de questions-réponses ou remarques-réactions, enfin, etc., par rapport à mon propos. Et donc, maintenant, je suis à votre écoute pour cette phase de questions-réponses. Je vous remercie. Oui, Charles-Henri Bessérer-Desor, professeur émérite à HEC. Merci, monsieur le conseiller, de nous avoir fait un tableau un peu idyllique. Alors moi, je suis le prof, je suis un peu le... notamment sur l'égalité homme-femme, si je prends le premier thème, on a entendu qu'il y a effectivement eu tout un effort avec le fameux index, mais on a aussi entendu qu'il y avait quand même beaucoup alors c'est pas du green watching, c'est du social watching. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on se demande si vraiment c'est l'indicateur, par exemple, l'index mesure vraiment ce qu'il est censé mesurer. Et la vraie question qu'il y a derrière, tout comme pour la politique de formation, c'est est-ce que ce lien entre économique et social, par exemple que Danone depuis une quarantaine d'années est un exemple d'essayer de faire coïncider performance sociale et performance économique. Est-ce que ça ne va pas être, vous l'avez dit avec la loi Pacte, quelque chose qui va devenir une réalité, notamment avec la loi Pacte, si on devient entreprise à mission, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec M. Demurger, on ne pourra pas ne pas faire, en quelque sorte, et puis la pression aussi des jeunes générations, c'est-à-dire qu'à l'heure du digital, tout se sait sur tout. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est il y a la loi, mais est-ce que les entreprises, vous avez le sentiment que les entreprises vont vraiment s'y mettre? Voilà un petit peu. Ah mais je crois que vous avez mis le doigt sur le fait que la loi n'est pas l'alpha et l'oméga unique de l'action susceptible d'être déployée pour obtenir un résultat en la matière. Bien sûr, la loi est parfois, dans un certain nombre de cas, nécessaire et importante. Mais si on attendait uniquement après la loi, je pense qu'on ferait une erreur magistrale, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose de très important qui doit être déployé
notamment, mais pas uniquement par les pouvoirs publics, c'est un travail d'animation. D'animation consistant à faire en sorte que puissent être connues les initiatives pertinentes, consistant à faire en sorte que puissent être soutenus les acteurs lorsqu'ils vont dans une direction qui est cohérente et qui est en pleine harmonie avec le mouvement qui veut être encouragé, consistant à offrir un cadre qui permette à l'ensemble de ces acteurs de savoir qu'ils disposent d'un soutien, qu'ils disposent d'une possibilité d'avoir une réponse à telle ou telle question, qu'ils disposent d'une possibilité de s'appuyer sur une dynamique dans un certain nombre de cas. Et ça, c'est un complément indispensable de la loi. Ce qui va se passer après la loi est quasiment aussi important que ce qui se passe au moment de la loi, parfois plus même. Et je vous rejoins complètement quand vous mettez en lumière une dimension à laquelle je crois beaucoup, qui est particulièrement importante, c'est la dimension de l'image. Quand vous dites tout se sait, notamment via les réseaux sociaux, et vous avez complètement raison. C'est pour ça que je m'inscris en faux quand j'entends parler de soft law. Quand on me dit bah oui mais tout ça c'est de la soft law, c'est pas obligatoire, les gens font ce qu'ils veulent en réalité, mais il n'y a pas de soft law parce que la pire sanction, la sanction la plus redoutable et la plus rapide, c'est la sanction de l'image. Cette sanction de l'image, dans l'hypothèse où un acteur s'engouffrerait dans une direction avec une sincérité qui ne serait pas tout à fait réelle, ou avec une volonté de faire quelque chose en surface, juste pour la galerie, si vous me permettez l'expression, sans aller jusqu'au bout, cet acteur, il s'expose à un retour de manivelle, un retour de flamme extrêmement fort par la sanction de l'image. Et ça, c'est quelque chose qui va aller croissant. C'est quelque chose sur lequel on s'est appuyé avec le fait que l'index est public. L'index est accessible de chaque entreprise. Et ça a été évidemment, je le disais tout à l'heure, je le redis avec force, ça a été un élément très fort dans les réactions des entreprises. Les réactions des plus de 1000, donc les premières qui ont été confrontées à la nécessité de mettre en place cet index, celles qui ont eu une note qui est très loin de la note requise, s'en sont préoccupées de manière très importante, et j'ai la faiblesse de penser qu'elle ne se serait pas préoccupée de manière aussi importante si ça n'avait pas été public. Le fait que ça soit public est un élément qui pèse énormément. Donc oui, bien sûr, la loi, c'est parfois important, c'est pas toujours nécessaire, ça l'est parfois, c'est parfois important, mais ce qui se passe après la loi est très important, voire autant, voire plus. Allô ? Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué un point de vide du droit du travail entre des modes d'emploi pour lesquels les modalités contractuelles ne correspondent ni à un CDI, ni à une précarité extrême. Vous n'avez pas cité les chauffeurs Uber, mais c'est un peu ce à quoi on peut penser, oui, comme tout un ensemble de métiers liés à l'exploitation des plateformes. Et vous avez évoqué une troisième voie à la française. Est-ce que vous pensez à quoi ? Je pense à la chose suivante. J'évoquais clairement, notamment les chauffeurs Uber, les travailleurs indépendants des plateformes. La troisième voie à la française, c'est pour moi la voie qui n'est ni la requalification en salariat, qui tuerait le modèle, ni le laisser-faire, laisser-passer. La troisième voie à la française, c'est une voie qui repose sur une régulation qui est faite par les acteurs eux-mêmes, dans un processus qui, à terme, pourrait être un vrai processus négocié. Je pense que ça peut être ça, la voie à la française. C'est le fait de dire, vous avez des travailleurs indépendants, qui ont vocation à rester travailleurs indépendants. Personne ne veut les considérer comme autre chose que des travailleurs indépendants. Et beaucoup d'entre eux ne veulent pas, la plupart d'entre eux même, ne veulent pas être salariés, ils sont attachés à cette indépendance. En revanche, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux réclament des garanties, un certain nombre de garanties en matière sociale. Comment positionner le bon curseur sur ces garanties ? Trop haut, ça tue le modèle. Trop bas, ce n'est pas vraiment des garanties. Donc, comment on positionne le curseur ? Les mieux placés pour le faire, c'est les acteurs eux-mêmes. Et pour qu'ils le fassent, il faut qu'ils y soient poussés, qu'ils y soient encouragés. Il faut qu'il y ait un cadre qui le permette de la manière la plus efficace possible. Et c'est ça le pari de cette voie médiane à la française que j'évoquais. C'est trouver un vecteur de régulation par le dialogue, par les acteurs eux-mêmes. Merci beaucoup pour votre intervention et les exemples très concrets. Ça fait plaisir de voir des choses concrètes, hein, parce que souvent, comme le disait Charles-Henri, c'est souvent un débat un peu abstrait. Et de belles, je dirais, injonctions. En revanche, là, il y a des actes. Sur le dialogue au sein des plateformes.
il y a une dimension qui caractérise ces entreprises, pour la plupart les grandes, qui est la dimension internationale. Comment, dans un cadre international, cette régulation entre acteurs nationaux, je pense à nos livreurs Deliveroo sur Paris ou à nos chauffeurs Uber à Marseille, comment peuvent-ils dialoguer avec ces plateformes qui elles-mêmes sont à l'étranger, qui sont sous des régimes juridiques qui ne sont pas nationaux? Voilà. Comment envisagez-vous cela? De la même manière qu'une entreprise, qu'un grand groupe international va devoir composer dans ces différentes implantations dans le monde avec des réglementations différentes, avec des états d'esprit différents, et va prendre en compte ces différences. Là, c'est un peu la même chose. Les plateformes, vous le soulignez à raison, ont pour une part d'entre elles une implantation internationale et des centres de décision qui parfois peuvent être internationaux, mais pour autant, ces centres de décision internationaux ont à composer, vous l'avez rappelé, avec des contextes juridiques extrêmement différents d'un pays à l'autre, entre les pays qui interdisent, les pays qui ne font rien, ou les pays qui requalifient en salariat. Eh bien, nous, on voudrait être un pays qui permet un développement économique et social conjugué de manière harmonieuse. Voilà. Et évidemment, derrière tout ça, il faut que le cadre qui soit posé, qui soit mis en place, aille dans cette direction. Et il faut aussi que les acteurs sachent qu'ils ont intérêt à aller dans cette direction. Et ils commencent à en prendre conscience. Ils commencent à en prendre conscience parce que du côté des plateformes, ils voient bien que ne pas le faire, c'est s'exposer à terme à un retour de flamme et au fait que la requalification en salariat guette les travailleurs en question par voie judiciaire ou par voie de texte dans un certain nombre de pays, et que donc à terme ça serait condamné leur implantation dans ce pays. Et les travailleurs indépendants des plateformes, ils en prennent conscience aussi, parce que entre la requalification en salariat, qui serait peut-être une victoire immédiate, mais peut-être à la Pyrrhus, parce qu'à plus long terme ça ne fonctionnerait pas, et rien faire du tout, ils se disent que la voie pour avancer, c'est peut-être d'organiser une forme de représentation et une forme de discussion. J'étais l'autre jour dans une table ronde sur le sujet, et on posait une question à l'un des travailleurs indépendants de ces plateformes, qui était organisé dans un collectif, et l'animateur demandait à ce travailleur, lui disait « Mais c'est quoi votre revendication première? C'est de l'assurance chômage, c'est de la protection sociale, c'est du temps de travail, c'est quoi ?» Et il a répondu quelque chose que je trouve extrêmement signifiant, extrêmement révélateur. Il a dit « Notre revendication première, c'est du dialogue. C'est la mère de tout. Puisque avec du dialogue, avec une structuration par le dialogue, c'est les acteurs eux-mêmes qui trouveront les réponses au sujet de fond, justement, et positionneront au bon niveau les curseurs. » J'ai peut-être une deuxième question. Je me souviens dans le projet de loi pour une République numérique, oui. Il y avait un article que j'avais trouvé vraiment très innovant, qui n'a pas été conservé de mémoire, qui a trait justement au sujet que vous venez de traiter, et de manière très concrète, encore une fois je le souligne. C'était la possibilité pour ces travailleurs indépendants des plateformes de pouvoir conserver et donc porter les notations issues des clients comme étant une reconnaissance du niveau de compétence acquis, je dirais, par le travail. Cet article n'a pas été conservé, donc moi aujourd'hui je suis, je m'incarne, hein, je suis chauffeur Uber, j'ai une note de 4,5, 4,7 étoilisée donnée par mes clients. Si je veux changer de plateforme, je perds cette qualification, en fait, on pourrait dire. Est-ce que c'est un élément que sur lequel vous avez travaillé, que vous avez pris en compte? Pas spécifiquement, mais ce que je pressens dans le fait que ça n'est pas resté dans le texte définitif, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir de redoutables questions juridiques sur l'accès à telle ou telle information et les tuyauteries derrière tout ça à mettre en place pour permettre la mise en musique d'un tel mécanisme. Donc c'est un mécanisme qui peut être intéressant, et je pense précisément qu'à travers un cadre discuté justement entre les professionnels, c'est le type de mécanisme qui peut plus trouver sa place, plutôt que dans un texte de loi, dans une régulation mise en place par les professionnels. Voilà.
Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour vos éclairages. Je vais rester sur le sujet des travailleurs indépendants qui effectivement est aujourd'hui au cœur du débat. Et je voudrais élargir donc là on a parlé des travailleurs indépendants dans des plateformes, un peu en opposition aux entreprises qui ont des salariés. Et je voudrais que vous nous éclairiez sur comment vous envisagez l'hybridation, c'est-à-dire des entreprises qui auront pour partie, on va dire peut-être la moitié des salariés, la moitié des indépendants. Comment trouver cet équilibre? Est-ce qu'il pourrait être possible de travailler pour une seule entreprise en étant quand même travailleur indépendant? Comment aider les entreprises à faire cette transition vers un monde où de plus en plus, effectivement, en particulier de jeunes, ne veulent plus un CDI, veulent un statut d'indépendant, tout en pouvant vouloir s'inscrire dans le projet d'une entreprise pendant quelques années, par exemple? C'est un enjeu extrêmement fort qui va se présenter à nous dans les années à venir. Moi, j'ai la conviction profonde que dans les 3-4 ans qui viennent, et ça sera peut-être l'un des objets de débat d'ailleurs de la prochaine élection présidentielle, la question des formes d'activité, du cadre de ces formes d'activité va prendre une acuité de plus en plus forte et que les pouvoirs publics, les décideurs vont être de plus en plus sollicités sur cette question, un peu comme vous l'avez posé, comme vous l'avez mis en perspective à l'instant. C'est-à-dire, est-ce que le cadre existant est suffisamment adapté pour permettre à quelqu'un de s'épanouir pleinement dans différentes formes d'activité, et ceci pour tous les acteurs de manière sécurisée et avec des garanties. Sécurisée et avec des garanties. Rien que ces deux ensembles appellent des chantiers considérables, énormes. C'est quoi les chantiers? C'est le chantier du cadre juridique inhérent à ces différentes formes d'activité. Quel peut être ce cadre? Et quel peut être un cadre qui soit, si on recherche la sécurité, qui soit une vraie sécurité, qui ne soit pas une sécurité de papier? Parce qu'en matière de régulation des formes d'activité, on a trop souvent connu par le passé des fausses sécurités qui ont été mises en pièces par le juge au bout de quelques temps. Donc comment on met en place une vraie sécurité? Et je pense que un des éléments qui contribue à la mise en place de cette vraie sécurité, indépendamment des aspects d'ingénierie juridique, c'est le fait qu'elle a une forme de légitimité. Plus elle est légitime, cette vraie sécurité, moins elle aura de chances d'être mise en pièces par un autre acteur. Et cette forme de légitimité, elle va la gagner par le fait que le processus d'élaboration de cette sécurité, ça sera un processus qui ne sera pas le fruit d'un acteur seul, isolé dans son coin, mais qui sera le fruit d'une recherche d'équilibre et d'une recherche de compromis. Et c'est là qu'intervient la question du dialogue et de la négociation. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est la question des garanties. Et donc, la question des garanties, c'est qui a accès à quoi? On a posé un certain nombre de briques dans la loi Avenir professionnel. Nous avons mis en musique un engagement qui avait été pris par le président de la République devant nos compatriotes, qui était l'accès des travailleurs indépendants, l'accès de travailleurs indépendants à une protection à l'assurance chômage. Et donc on a traduit ça de manière très concrète, et on aura des travailleurs indépendants qui, lorsqu'ils subissent une liquidation judiciaire, qui auront accès à un filet de sécurité d'un revenu pendant 6 mois dans le cadre de l'assurance chômage. On a ça. On a la formation des indépendants. J'évoquais tout à l'heure le compte personnel de formation. Les indépendants auront accès au compte personnel de formation, et pas dans 20 ans. Dans quelques mois, l'applicatif sera élargi, qui a été lancé le 21 novembre. Dans quelques mois, en mars-avril à peu près, il sera élargi aux indépendants. Donc les indépendants auront accès à la formation, avec une mutualisation des fonds d'information des indépendants qui va être organisée de manière plus efficace. On a aujourd'hui plusieurs fonds d'assurance formation qui existent en matière de formation des indépendants. Ils ne sont pas toujours bien articulés entre eux, donc il y a des gains d'efficacité qu'on peut faire pour mieux donner corps à tout ça. Donc tout ça, c'est des chantiers formidables. On a eu, depuis 10 ans, 15 ans, des nouvelles formes d'activité qui se sont créées, qui se sont développées. Et on a toujours réussi à trouver un cadre à ces nouvelles formes d'activité. On a eu le portage salarial, on a eu le CDI intérimaire, on a les plateformes d'indépendants maintenant, on a eu les coopératives d'activité et d'emploi, etc., etc. Et on a su chaque fois poser un cadre pour permettre à ces formes d'activité de se développer. Ça va continuer à être le cas. Ça va continuer même encore plus à être le cas. Et donc tout l'enjeu qui est devant nous, c'est de trouver les bonnes réponses, de construire les bonnes réponses pour poser un cadre qui soit propice au développement de ces nouvelles activités. C'est un très bel enjeu.
Moi, j'ai une question sur la réforme de la formation. Vous nous en avez parlé. Vous avez dit les entreprises doivent prendre toute leur place. Je représente plutôt une grande entreprise. Par rapport à cette réforme, les grandes entreprises ont plutôt été perdantes en termes de financement. Je crois que c'est un constat qu'on partage assez largement. Alors, on contribue à l'effort de la nation. J'entends bien sur l'alternance, sur les demandeurs d'emploi. Mais dans les faits, on va avoir moins de financement. Et on faisait du cofinancement, les OPCO abondés, donc il y avait vraiment un effort de co-construction avec le CPF. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, c'est dans un contexte aussi de contraintes budgétaires, est-ce que vous ne craignez pas que les grandes entreprises réduisent leur effort de formation et donc ça se répercute sur les salariés et sur leur employabilité? Ça, c'est le premier point. Et est-ce que le relais individuel va être pris? Parce que c'est un pari que la réforme fait au travers de cette plateforme, que les collaborateurs salariés ou non salariés se prennent en charge, fassent des formations, mais encore faut-il que ce pari soit réussi pour qu'on réussisse cette réforme. Et après, on prendra toute notre place, bien évidemment, dans l'abondement, mais quand même, l'abondement, ça sera l'entreprise et non pas les OPCO comme aujourd'hui. Je suis désolée de poser cette question. Ah non, 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 au contraire, je voudrais être sûre d'avoir bien compris, en fait. C'est une question importante et qui est souvent mise en avant sur l'impact de la réforme de la formation sur nos entreprises et la perception de cet impact, qui est une perception qui est celle que vous venez d'évoquer, selon laquelle les entreprises seraient perdantes. Je ne pense pas que les entreprises sont perdantes, même financièrement, vue d'avion. Alors, pas vue d'avion, c'est-à-dire vue sur « je verse tant et I want my money back », qui était un peu le raisonnement pendant un certain nombre d'années en matière de formation. Là, oui, elles sont perdantes. Mais pas vue d'avion, c'est quoi? Vous avez une entreprise sur deux qui dit « j'ai des difficultés de recrutement ». Et quand vous fléchez 3 milliards sur la formation des demandeurs d'emploi en utilisant l'argent de cette contribution, est-ce que c'est de l'argent qui va vers les entreprises? Oui, quand même, indirectement, puisque former les demandeurs d'emploi, c'est aussi les former à des métiers pour lesquels les entreprises ne trouvent pas les bonnes personnes. Donc, de ce point de vue-là, l'entreprise n'est pas perdante et s'y retrouve. Alors, ce n'est pas direct, ce n'est pas « I want my money back », mais ça revient vers l'entreprise. Donner la possibilité aux actifs de se prendre en main et de mieux construire leur parcours professionnel pour accéder à des formations, et attention, à des formations certifiantes. Pas poterie, machin, enfin j'ai rien contre la poterie, mais pas un truc perso, quoi, on va dire, quelque chose qui fait sens, de qualité, certifiant. C'est aussi quelque chose qui va, si l'entreprise arrive à mettre en place une politique d'abondement, et là, effectivement, ça nécessite d'utiliser toutes les potentialités de cette nouvelle réforme. C'est aussi quelque chose qui va profiter à l'entreprise. Alors, l'entreprise peut ne pas être perdante si elle s'inscrit pleinement dans ces nouvelles modalités, dans ces nouveaux processus de formation, qu'elle utilise aussi les nouvelles potentialités, parce que tout n'est pas que financier. La formation, c'est de moins en moins le face-à-face pédago avec quelqu'un qui parle, comme là, qui parle, et puis des personnes qui écoutent. C'est de plus en plus des choses très diverses. C'est de la formation en action, de la formation sur lieu de travail, c'est de la formation à distance, qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est plein de formes de formation extrêmement différentes, extrêmement diverses. Et on a, par exemple, modifié dans le Code du travail la définition de l'action de formation. Ça, c'est pas financier, mais c'est quelque chose qui va profiter aux acteurs. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces formations qui rentrent désormais dans cette définition beaucoup plus vaste de l'action de formation seront pleinement considérées, à tout point de vue, juridique, organisationnel, etc., comme des formations. Alors, voilà ce que je peux vous dire à l'heure où on se parle. Ce que les indices qu'on a aujourd'hui, avec toutes les précautions effectivement qu'on peut prendre par rapport à ça, notamment sur le relatif succès du lancement de l'application CPF, on en est à 360 000 connexions, ce qui est énorme. Le boom en matière d'alternance, qui profite aussi aux entreprises. On a atteint 460 000 apprentis. C'est un nombre qu'on n'avait tout simplement jamais atteint dans notre pays. Il n'y avait jamais eu en France 460 000 apprentis.
Le record, ça avait été 420 000, je crois, chose comme ça. Donc on a atteint 460 000 apprentis, pardon, et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas puisque les chiffres qui nous remontent sont des chiffres d'augmentation conséquente. Et ça, c'est des apprentis qui sont dans les entreprises, qui profitent aussi par leurs compétences, par la plus grande fluidité d'accès à l'apprentissage, fluidité d'ouverture de nouveaux centres de formation, qui profitent aussi à l'entreprise et qui sont financés par la contribution, dans une logique de prioritarisation, justement, de l'usage de ces fonds. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, il y a une part de pari, j'en conviens parfaitement, mais comme dans toutes les réformes, quelle est la réforme dans laquelle il n'y a pas une part de pari? Il y a une part de pari, mais pour l'instant, les premiers éléments dont on dispose sont plutôt encourageants. À suivre. Une dernière question, parce que je crois que Franck... Alors la Grèce, tu en parles, Franck, un petit peu? Ah, alors un petit mot sur... Je me disais, c'est curieux. Bon, alors, je vais faire un peu de langue de bois, là, quand même, parce que ça va être un petit peu compliqué dans la période, si vous voulez, dans la période que l'on vit en ce moment, de vous dire des choses qui soient un peu originales par rapport à tout ce qu'on peut dire. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, on suit ça de très près. Ce qui est certain, c'est que l'ambition du gouvernement, c'est d'aller jusqu'au bout de cette réforme, hein, de mise en place d'un système à points, qui, je le rappelle au passage, existe en matière de retraite complémentaire, qui fonctionne plutôt pas mal, hein, qui est géré par les partenaires sociaux et qui fonctionne plutôt bien, qui a su épouser un certain nombre d'évolutions. Donc l'objectif du gouvernement, c'est d'aller au bout et d'arriver vers ce système à points. Après, il y aura plusieurs curseurs à régler par rapport à ça. Hein. Vous les connaissez, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ces curseurs, il va falloir les régler en prenant en considération, évidemment, l'équilibre du système, mais en prenant en considération aussi l'équilibre social, c'est-à-dire, bien sûr, la dynamique de tout ça. Donc le Premier ministre va s'exprimer vers le milieu de la semaine prochaine, sans doute, après que le haut-commissaire aux retraites ait fait un dernier ensemble de réunions de concertation avec les partenaires sociaux, et donnera, le cap sur les grandes orientations qui seront arrêtées en la matière. Voilà ce que je peux vous dire. Désolé de ne pas être très original sur la question, mais vous comprendrez qu'évidemment, dans un contexte sensible, il m'est difficile d'en dire beaucoup plus aujourd'hui. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention.